Sextech Lab. Alors on fait un tonnerre d'applaudissements à Grégory Dorcel, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Bah, c'est trop d'honneur, l'invité surprise. Alors là, non mais je suis très content d'être ici. Très content d'être parmi vous. Très content et je remercie même les organisateurs du Sextech Lab d'avoir dépensé autant d'énergie, de prendre le risque, parce que c'est toujours un risque. On estime toujours ça en ce qui concerne nos activités. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être parmi vous. Je vais vous faire, si j'ai une petite presse, je crois. Hein. Ça se met en place, pas de souci. Je vais vous faire un petit point sur ce qu'est Dorcel. Vous allez mieux comprendre comme ça pourquoi on est là. Pourquoi on supporte cet événement et pourquoi on sera derrière pour aider autant que possible nos coups de cœur dans ces projets. Chez nous et chez Dorcel, effectivement, l'innovation, c'est quelque chose d'important. Alors, la première chose, effectivement, qu'on dit toujours dans nos presses, c'est qu'on va parler que de sexe, donc c'est pas très grave, ça fait de mal à personne, et contrairement globalement aux idées à peu près reçues, c'est quelque chose qui est vraiment largement diffusé. 89% des Français ont déjà, Français majeurs, insiste, ont déjà visionné un film X. 43% on consomme plusieurs fois dans l'année, 23% au moins une fois par mois, 35% de la bande passante Internet est utilisée pour le X. On a plein d'autres stats comme ça qui sont marrantes. Aujourd'hui, on est à plus de 20% des femmes majeures en France qui consomment un film X au moins une fois par mois seules. Donc c'est pas uniquement pour faire plaisir à leurs compagnons. Plus de 20% des femmes françaises possèdent un sextoy, etc. Bon, donc ça se démocratise, mais on n'en parle pas encore beaucoup, en tous les cas pas avec beaucoup d'aisance. Donc qu'est-ce que c'est que Dorcel ? C'est une entreprise qui est somme toute finalement, qui reste une PME, c'est 35 millions de chiffre d'affaires, on fait de la production, on est présent sur 56 pays, on fait du retail, on a des chaînes de télévision, des plateformes VOD, des sites internet, du mobile. Donc finalement pas mal d'activités et notamment beaucoup d'activités dans le digital qui nous conduisent ici. Merci Geoffroy. Merci. Donc beaucoup d'activités, de la vente par correspondance, du DVD qui sont des activités historiques, évidemment les réseaux sociaux, la vidéo à la demande, que ça soit sur le web, en télévision, des magazines, du mobile, du licensing, de la télévision, des chaînes, des boutiques. Mais qu'est-ce qui réunit tout ça ? On a toujours, comme vous, on a à la base un projet, une mission qui est, et elle qui perdure, quelle que soit l'évolution des technologies, quel que soit le support, et finalement c'est ça qui nous semble fondamental. Nous, notre mission, c'est rendre les plaisirs du sexe nobles, accessibles à tous. Si aujourd'hui, notamment, on peut en parler librement, aussi facilement, c'est parce qu'il existe des produits comme les nôtres, parce qu'il existe des services comme les nôtres, qui se disent, mais c'est pas parce que c'est du sexe que ça va être moche, vulgaire, etc. On peut le faire de façon belle et élégante, et ça permet à tout le monde d'en parler et de consommer. Donc notre ambition, elle est de devenir une grande griffe mondiale du marché adulte, ce qui n'existe pas véritablement. Et c'est ce qu'on est en train de construire et on espère que des projets comme les vôtres y contribueront. Alors, nos valeurs, qu'est-ce qu'on partage dans l'entreprise ? La sophistication, qui est effectivement une vision qualitative du sexe. Encore une fois, c'est pas parce que ce sont des activités qui sont liées au sexe que ça doit être simple, moche, vulgaire. Au contraire, on va chercher des choses plutôt élaborées. La stimulation, évidemment, c'est inhérent à nos activités. L'innovation, et c'est ce qui nous amène aussi aujourd'hui ici. Vous allez voir un petit peu au travers de l'histoire de Dorcel ce que ça veut dire pour nous. Et évidemment, le plaisir, c'est notre vocation. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on délivre, évidemment que le but essentiel pour nous, c'est de faire plaisir et de se faire plaisir. Merci.
Alors, c'est quoi l'innovation pour nous? En quoi ça s'illustre? C'est pas l'innovation, c'est pas que le web, la techno, etc. Et ça n'a pas que quelques années. La boîte est née en 79 avec quelque chose qui était tout nouveau à l'époque, qui était l'arrivée de la vidéo. Juste pour vous et pour mémoire, 79, c'est pas forcément vos grands-parents, c'est encore vos parents, parfois certains pas loin de vos dates de naissance. Et à l'époque, pour regarder un film chez soi, il fallait encore un projecteur, tirer un espèce de rideau blanc, et on avait des petites bobines de films de 16 ou 35 mm. Et voilà, ça c'était 1979, et la boîte est née sur cette innovation qui était la VHS. De là, on est passé à des évolutions audiovisuelles comme le DVD, le CD-ROM. On a été les premiers en France, en tous les cas, à déployer ce qui semblait être des nouvelles technologies. La vidéo à la demande. En 2001, on a développé les premières plateformes en Europe de diffusion de contenu en VOD. Et ça va... on passe à la 3D, le X illimité. On a évidemment, en ce moment, on a la réalité virtuelle. On a développé les premières expériences de réalité virtuelle. Donc, et tout ça, bizarrement, sans département IT, c'est vraiment, du coup, dans notre ADN, d'aller chercher des nouvelles technologies. Et je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, surtout tout ce qui contribue à améliorer l'expérience et améliorer le plaisir. Quand on voit quelque chose d'intéressant pour nos clients, quand on voit quelque chose qui peut améliorer l'expérience, on fonce dessus. Ça ne se limite pas que à la techno. On a, au-delà de ça, l'innovation, ça peut être de la communication. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être vu la campagne Sans les mains. Ça vous a peut-être dit quelque chose. Oui. Mademoiselle aussi, bon, c'est bien. Vous n'êtes pas le seul, pour vous rassurer. Là, en l'occurrence, on a gagné, je sais pas, une vingtaine de prix de communication dans le monde entier. Les Lions d'Or, les Clio Awards à New York, etc., pour des projets de communication innovants. Ça passe par des produits, ça passe par des lignes éditoriales spécifiques, ça passe par des concepts. En 95, on a été les premiers studios à signer en exclusivité des actrices, des ambassadrices. Voilà, donc l'innovation, c'est à tous les étages et on considère que c'est vraiment un état d'esprit. L'innovation, c'est bien dans notre activité, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que... je regarde parce que je ne reconnais pas ma slide, en fait. Ouais. La problématique sur ces activités, c'est qu'on a deux facteurs qui sont très forts. Évidemment, on dit sex sells. Le sexe, ça plaît à tout le monde. Ça attire, ça vend normalement. Et le deuxième élément qui est prépondérant, c'est que c'est un secteur d'activité qui pousse l'innovation, en tous les cas, qui s'engage facilement dans tous les dispositifs innovants. Historiquement, on a toujours dit que le Minitel s'est lancé grâce à ça. Le web, ça y a pas mal contribué. Voilà. Par nature, l'industrie du X a toujours foncé sur les nouvelles technologies, était un produit qui était en plus adéquat à ça. Pour des raisons qui sont assez simples. C'est piloté par des boîtes qui sont indépendantes, donc en général qui vont vite, qui n'ont pas besoin de business plan lourd. La suite apparaît, non, c'est bien, tu veux, enfin, merci beaucoup. À côté de toi. Merci. Et voilà. Et donc, on est en général des entreprises habiles avec un public qui a un appétit pour nos contenus et donc qui va forcément découvrir, qui a l'appétit aussi de découvrir des nouvelles technos au travers de nos contenus. Mais l'énorme problème, c'est que bizarrement, malgré ces attraits, vous avez des freins qui sont énormes. Pas de financement, pas de partenariat, pas d'aide, pas de fonds d'investissement, pas de banque. Voilà, donc d'un côté vous avez un marché qui est hyper favorable, vous pouvez communiquer facilement, on fait du buzz, vous connaissez tous notre marque alors que vous avez rarement vu des publicités, enfin j'espère que vous connaissez toute notre marque, je suis pas sûr, mais et vous avez rarement vu des campagnes de pub sur nous, c'est qu'il y a un attrait fort, mais effectivement de l'autre des freins énormes. Et donc en réponse à ça, nous, ça fait un peu plus de 35 ans maintenant que notre boîte existe. On peut dire aujourd'hui qu'on est un groupe qui est bien établi, qui est solide financièrement, et on se dit que c'est vraiment le moment
pour nous, en tous les cas, maintenant qu'on a des équipes aussi qui sont costauds, qu'on a développé un vrai savoir-faire, d'aider des projets comme les vôtres. Et j'espère qu'on pourra participer à de nombreux projets ici et les aider, les porter et les faire grandir. Donc, on crée le Dorsel Lab. C'est pour ça qu'on est ici. Le Dorsel Lab, c'est une structure qui a vocation, évidemment, à aider et à porter des projets comme les vôtres. Comment ? En les aidant par rapport au savoir-faire effectivement qu'on a pu développer, par rapport au réseau qu'on a établi, et voilà. Et également, évidemment, ça peut passer par une aide financière, ça peut passer par un hébergement, ça peut passer par la communication qu'on peut mettre à disposition de vos projets. L'idée pour nous, c'est vraiment de les porter et de vous aider à surpasser les difficultés auxquelles vous ferez face. Le petit conseil qu'on peut commencer à vous donner en général, non seulement sur le week-end à venir, mais dans vos projets professionnels, quels qu'ils soient, c'est d'être toujours agile et rapide. Ça nous paraît vraiment important, surtout dans le monde dans lequel on est. C'est pour ça finalement, une PME comme la nôtre, malgré ses quasiment 40 ans, et malgré que ce soit une vieille maison, arrive encore à bouger rapidement. C'est un état d'esprit qu'il ne faut pas perdre. On essaye de jamais innover pour innover. La techno pure ne nous intéresse pas. On innove qu'à partir du moment où on considère que ça apporte quelque chose. Vraiment, ce n'est pas pour se faire plaisir. Vos projets, ceux que vous allez développer, s'il vous plaît, essayez d'avoir cette vision-là, de dire mais qu'est-ce que ça apporte fondamentalement aux autres. Il ne s'agit pas juste de développer une idée, encore une fois, parce que la techno est intéressante, parce que je ne sais quoi, c'est qu'est-ce que ça apporte. Ayez cette vision. Faites simple, on dit, mais sophistiqué. L'idée est là. Souvent, la simplicité, vous en savez quelque chose, c'est souvent la chose la plus complexe et la plus difficile à faire. Creusez, cherchez, prenez pas trop de raccourcis, allez chercher des choses élaborées. Nous, en tous les cas, et c'est ce qui nous a réussi, on cherche toujours l'effet waouh pour le client. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'une techno, qu'une innovation est intéressante à partir du moment où, effectivement, on a un client, un utilisateur face à nous qui a un effet bluffant en utilisant le service, en regardant un contenu, en utilisant un objet. Et en général, les premiers consommateurs et les premiers usagers qu'on a, nous, au sein d'une boîte, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, quand nous-mêmes, on a une expérience forte, je regarde la réalité virtuelle dernièrement, le jour où on a essayé ça, on s'est dit « Waouh, c'est bluffant, c'est génial, il faut absolument faire quelque chose ». À partir du moment où c'était fait, on fonce. L'autre élément qui est hyper important, c'est la remise en question permanente. C'est d'ailleurs peut-être usant pour pas mal de nos collaborateurs, c'est qu'on se retourne rarement sur le travail accompli et réalisé. Dès que quelque chose est fini, la première question, et même je veux dire tous les jours, certains diront peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, on se demande effectivement comment on fait mieux, comment on fait autrement, et voilà, et on essaye, c'est peut-être ce qui nous tient en alerte, voilà, on essaye d'avoir ça en permanence en tête. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite de développer de beaux projets. Merci. On est là pour vous accompagner, ici, plus tard. Vous pouvez nous contacter. Et bravo à tous d'être ici. Et encore aux organisateurs du Sex Ed Lab. J'espère que voilà, bravo pour cette initiative. On en est très, très contents. Merci. Merci beaucoup. On va juste profiter de... Si c'est bon. On va profiter de vous 2 secondes. Est-ce que certains ou certaines ont des questions tant qu'il est là? En général, vous avez une rockstar là avec vous. Il y a 2 minutes de l'attente, personne n'ose au début, puis ça vient après. Il faut qu'il y en ait un qui se... C'est le moment, s'il y a eu un bug sur votre compte, s'il y a des trucs à régler, des remboursements, c'est le moment. Non, je plaisante. Aucune question? Ouais, sans problème. Alors, le concept sans les mains, c'est qu'on a décidé d'offrir un accès gratuit à l'ensemble de nos sites de VOD, et donc qui permettent de visionner des milliers de films pornographiques, évidemment. Mais il y avait un petit mais à ça, c'est qu'on donnait un accès gratuit et libre à une condition, c'est de garder 2 mains sur le clavier, comme ça. Et voilà. Donc on a vu se développer une très grande ingéniosité des internautes pour trouver des moyens pour contourner le système. Et je vous laisse aller découvrir un petit peu tous les subterfuges qui ont été trouvés. Mais ça fait un gros buzz.
Bien évidemment, bien évidemment, vous pouvez. Moi, je suis à disposition. On est vraiment ouvert, on répond, etc. Voilà, il y a des personnes ici de Dorsel que vous pouvez contacter là pendant tout le week-end. Mais voilà, la maison est grande ouverte. Ouais. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que d'un côté, on a une consommation gratuite de consommateurs qui n'auraient sans doute jamais payé. Mais de l'autre côté, on a une clientèle existante qui, somme toute, finalement, continue à se développer, qui, elle, est prête à payer à partir du moment où on lui offre une expérience de qualité. Et donc, vous avez, et c'est là où il faut essayer de garder la tête froide, effectivement, par rapport au tube, qui, pour info, sont du piratage, mais ça, peu de gens le savent. Mais en tous les cas, je vous invite à creuser un petit peu derrière ce qui se passe, qui tient ces boîtes, etc. Ce sera intéressant. Mais néanmoins, il faut garder effectivement la tête froide par rapport à ça. Vous avez d'un côté une clientèle qui est mature dans sa consommation, qui a envie de se faire plaisir, qui sait exactement comment et qui, elle, est prête à payer pour avoir un service de qualité en face. Et une autre, une expérience particulière, et une autre qui a juste envie de se divertir d'une autre façon et d'une façon gratuite. De la même façon que vous avez, que ça soit dans la presse ou dans plein de services, vous avez des services payants, des services gratuits. Voilà, les deux coexistent. Nous, notre métier, en tous les cas, c'est de créer des expériences qui soient fortes et de qualité, qui correspondent à une clientèle qui est en attente d'un niveau toujours plus élevé d'expérience et qui est prête à payer pour ça. Le même rapport que vous allez avoir, par exemple, entre un Netflix et un YouTube. YouTube est bien un modèle gratuit de diffusion de contenu. Netflix est un modèle de diffusion payant. Donc clairement, si je devais estimer ça en termes de volume de consommation de contenu, puisque là on parle de contenu, la partie payante représente à peu près 10% du volume. Oui, il y a une marge de progression. Il est clair que la partie gratuite aujourd'hui, qui est très forte et bon, qui se fait dans des conditions particulières, a minoré un petit peu et a fait réduire cette partie payante. Hein, toutes les industries audiovisuelles, etc., ont souffert, que ce soit le disque, etc., et même des boîtes comme Netflix sont attaquées de façon frontale avec le piratage. Mais néanmoins, nous, on prouve en tous les cas sur nos modèles qu'on arrive à avoir des taux de croissance de 10, 20, 30% par an sur ces activités. Ça n'empêche pas. Par contre, ce qui est impitoyable, c'est que si vous offrez pas un service de qualité, là, c'est clair, vous pouvez remballer direct et rentrer chez vous, quoi. Ça... Il y a une question, je crois. Non ? Dernière question. Tu as déjà parlé. Vas-y. Faire un tube nous-mêmes ? Ah, ouais. Alors, la problématique même des tubes et leur construction, enfin aujourd'hui, je peux rentrer un petit peu dans le détail, vous avez que 3 boîtes dans le monde, enfin 3 organisations dans le monde, en tous les cas, qui arrivent à tenir des tubes. Le dispositif même du tube est un dispositif qui est illégal, puisque sa première définition, c'est qu'il diffuse du contenu pornographique à n'importe qui. Moi, en France, je fais ça, c'est 3 ans de prison et 200 000 euros de pénalité. Donc le système même du tube est complètement interdit en Europe, pénalement. Voilà, déjà, ça commence mal. Ensuite, un tube ne peut vivre qu'à partir du moment où il dispose de centaines de milliers de contenus. Les centaines de milliers de contenus qui sont disponibles sur ces tubes, qui sont de niche et qui sont de marques différentes, ne peuvent pas être produits et achetés par ces tubes. Ils sont dans l'obligation, pour leur modèle économique, de les pirater. Bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais nous, on a décidé dans notre organisation de rester en Europe, de rester en France, dans le cadre légal, de ne pas pirater.
bon, ça rend les choses un petit peu compliquées. Voilà, donc j'aimerais bien trouver un modèle pour faire un tube légal. Malheureusement, ça me paraît compliqué, ouais. Mais bon, peut-être qu'on aura de bonnes surprises à la fin du week-end. Bon, moi j'avais une dernière question du coup. Plus du côté entrepreneur. Qu'est-ce que ça fait de passer après papa? Ah, bonne question. Qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, moi, alors c'est très curieux, mais je peux raconter mon histoire parce que bon, peut être le cas de certains d'entre vous. Moi, je voulais bosser dans l'audiovisuel. J'avais absolument pas vocation à rentrer dans cette boîte qui était une petite boîte de 6 personnes, etc. à l'époque où je suis rentré dedans. Et je suis rentré pour effectuer même pas un stage, un boulot d'été de 3 mois. Voilà. Et donc, je devais en ressortir direct. Et puis, je me suis attardé un petit peu. Voilà. Et donc, l'expérience a continué. Je pense qu'effectivement, j'ai eu la chance de travailler sur des secteurs d'activité qui n'étaient pas développés dans l'entreprise, ce qui fait que ça, c'est une cohabitation en général qui est très complexe entre les parents et les enfants. Donc il y a une cohabitation facile déjà parce qu'on travaillait sur des secteurs d'activité différents et un jour les secteurs d'activité que je couvrais étaient devenus plus importants que le reste et voilà la transition. Après ça tient aussi à l'intelligence des parties. Mais voilà, et je pense que en tous les cas pour moi c'est surtout assez challenging parce que vous portez, et là en l'occurrence derrière il y a un nom, il y a une marque, il y a un état d'esprit, il y a des choses et donc vous portez tout ça et vous comprenez que vous le portez. Donc au-delà ça vous donne effectivement voilà, ça vous donne conscience que vous avez un projet à porter, à respecter. Donc c'est une aide d'un côté parce que ça vous fixe déjà vous êtes dans l'obligation de vous fixer vous-même des règles, etc. Une règle de conduite même dans ces activités et finalement c'est assez, enfin en tous les cas pour moi c'était assez stimulant. Très bien, merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir encore bien. Merci beaucoup, merci et bon courage.